Rentrer sur ce plateau. Vous pouvez donc laisser votre place au président de Reconquête, Éric Zemmour, qui est en train de s'installer. Bonsoir. Bizarre. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. Beaucoup de sujets à aborder avec vous, Éric Zemmour. La question de ce fameux conclave, après après la conférence de presse du Premier ministre, la situation politique, la menace de censure, ce qui se passe au Rassemblement national. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de la situation internationale. Éric Zemmour, vous avez dit chez nos confrères de France 3 il y a 10 jours, ouvrez les guillemets, entre l'Iran et Israël, nous ne réglerons pas la question par d'éternels appels au cessez-le-feu. J'en déduis que vous êtes aujourd'hui déçu que la guerre se soit arrêtée. Vous auriez souhaité que les bombardements continuent, que le régime tombe? Ah non, je suis pas pour le changement de régime imposé par l'extérieur. C'est une question de principe. Je pense que ce sont les peuples qui doivent décider. Et j'ai toujours été hostile à ça, que ce soit au temps de l'Irak ou des révolutions oranges, d'ailleurs. On les oublie toujours. Enfin, vous voyez, tous les modes de changement de régime venus de l'extérieur, j'y suis absolument hostile. Vous avez dit ma phrase qui était effectivement il y a 10 jours, avant toute cette intervention, et toute cette guerre entre Il est pour l'autodétermination des peuples. Ok, Éric Zemmour. Israël et l'Iran, puis l'intervention américaine. Je prends des notes, monsieur Burns. Non, j'écoutais votre plateau précédent, parce que j'étais là, et je songeais... Je mets de l'arbre raté sur mes cheveux, les mecs. Vous savez, à une histoire qu'on racontait, ça date du temps de Nixon. La presse était toujours hostile à Nixon, et un jour, les conseillers lui disent, on va trouver une solution, vous allez marcher sur l'eau. Et Nixon dit non, ils diront que je sais pas nager. C'est exactement, je pensais à cette histoire quand j'écoutais... Vous faites référence aux critiques de l'administration Trump contre les médias qui sortent des rapports préliminaires en expliquant qu'on ne peut pas dire avec certitude que le nucléaire iranien... Je fais référence aux critiques des médias sur Trump et aux réponses de l'Iran. Leur travail, vous savez... Non, mais parce que vous avez des éléments qui vous permettent de dire que le nucléaire a été détruit? Écoutez, je ne sais pas si le nucléaire a été détruit. De toute façon, je pense que c'est une guerre sans fin. On va y revenir. Non, mais ça m'amuse de voir que, parce que c'est Trump, évidemment, au bout de 24 heures de sidération, où tout le monde est obligé de reconnaître l'efficacité de sa décision, et les critiques repartent. Si ça avait été Obama ou un autre président américain, je suis sûr que toutes ces discussions n'auraient pas eu lieu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y aurait eu des critiques aussi. Non, c'est une question. Eu des critiques. Non, mais on aurait dit c'est admirable. Mais c'est un. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Voilà. C'est là le fonctionnement médiatique est ainsi, que ça soit en France ou aux États-Unis. Je le constate, je l'observe et je l'écoute là sur votre plateau. J'imagine que sur d'autres plateaux, ça doit être la même chose. Mais après, il peut pas dire quand même que... Bon, là, il parle de Trump, hein. J'espère qu'il parle pas de lui, hein. Parce que les plateaux hostiles à Éric Zemmour, alors là, en France, pas trop, quoi. Hein. Ils sont pas trop là. Juste, arrêtons-nous là-dessus un instant. C'est un débat intéressant qui, là-dessus, dépasse la question de la relation entre Donald Trump et les médias. Touche pas à mon stade. Frérot, ces fachos de médias m'ont fait me désintéresser de la politique, de plein de choses, et grâce à toi... c'est moi. Wesh, les gars, c'est moi. Et grâce à toi, elle m'intéresse à nouveau, merci à toi. C'est moi. C'est pas lui. C'est pas mon voisin. Il parle de moi. C'est un truc de ouf. Merci, bienvenue. Mets-toi bien, assieds-toi, faut que je te parle. C'est un président des États-Unis qui s'est fait élire sur une promesse consistant à expliquer qu'il ne, contrairement à d'autres membres du Parti républicain qui ne souhaitaient pas intervenir à l'extérieur, il a même dit, quand il a été investi une nouvelle fois, « Vous me jugerez à l'aune des conflits dans lesquels je ne suis pas entré ». Or, il y a cette intervention, une interrogation stratégique, si j'ose dire, sur l'efficacité de ces frappes, puisque l'on ne sait pas si le nucléaire iranien a été détruit. Au fond, si Donald Trump, son secrétaire à la défense, sont aussi zélés à défendre tout cela, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont en contradiction avec ce pourquoi ils ont été élus. Vous posez une très bonne question. Et là, je n'ironise pas. Effectivement, d'ailleurs, vous avez remarqué, les jours précédant l'intervention, le camp de Donald Trump était assez divisé entre ce qu'on appelle les MAGA, qui ne voulaient pas d'intervention, et les autres qui voulaient une intervention. En fait, vous avez remarqué que Donald Trump était partagé entre la volonté à la fois de ne pas être Bush Junior et de rentrer dans une guerre sans fin en Irak et en Afghanistan, mais en même temps, et ça je trouve que les observateurs ne l'ont pas assez remarqué, en même temps, il ne voulait pas être dans la procrastination comme Obama, par exemple, avec la Syrie. Donc je pense qu'il a trouvé une situation intermédiaire, c'est-à-dire l'intervention, mais
très limité. Vous voyez qu'il n'envoie pas de troupes, vous voyez, c'est pas les guerres en Irak. Donc pour vous, il a fait exactement ce qu'il fallait faire? Moi, je pense qu'il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Je pense que d'ailleurs, les Israéliens, j'ai entendu encore sur votre plateau, on dit qu'ils pouvaient tout finir tout seul. Moi, je veux bien, sauf que c'est Netanyahou lui-même qui a demandé à Donald Trump d'utiliser sa grosse bombe, comme on l'appelle, parce que personne ne l'a. Sa grosse bombe. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'au sommet de l'OTAN aujourd'hui, tout le monde était là à vanter son intervention. On avait l'impression de Napoléon à Erfurt avec les princes allemands qui étaient à ses pieds. C'était assez ridicule de la part des dirigeants occidentaux, mais peu importe. En vrai, donc, vous voyez, donc moi, tu vois, ça me fait chier d'être d'accord avec lui sur cette dernière phrase, les mecs. Hein. On l'a vu hier. Le tapis rouge sur Trump, les mecs, les dirigeants européens qui ont passé leur temps à sucer Trump. Mais qu'est-ce qu'on est devenu, le chat? Mais qu'est-ce qu'on est devenu, nous, Européens, genre? Le grand daddy, il arrive, il bombe le torse. Merci, Trump, d'avoir bombardé avec vos gros missiles. Merci à tous. Merci, Trump. Ça lui sert ça l'a mis dans l'hôtel du roi, les mecs. Dans la résidence du roi. Les autres dirigeants, ils étaient à l'hôtel d'à côté. Trump, il a dormi dans la résidence du roi. Mais pitié! Pitié, genre. Qu'est-ce qu'on est devenu? Le paillasson de Trump, frère, je te jure. Et d'ailleurs, je crois qu'on a, alors sauf l'Espagne, je crois qu'on a tous signé. Je crois qu'on a tous signé. On a tous signé pour les 5% de PIB. Je crois maintenant c'est officiel. Ça y est, maintenant, on va commencer à dépenser de l'argent, de baiser sur les trucs sur le militaire et tout. Sauf l'Espagne. Je crois que l'Espagne a eu, comment on appelle ça? Une dérogation, on peut dire ça comme ça. Parce que, faut savoir que l'Espagne est un État-providence, je crois, un truc comme ça, où le social, où l'État dépense énormément d'argent sur le social espagnol. Un peu comme la France, mais je crois que l'Espagne, c'est plus, je crois. Je connais pas trop l'Espagne, donc j'ai pas trop envie de dire de la merde. T'as le ministre espagnol qui s'est mis bien à côté, qui s'est mis bien de côté sur la photo. Ah ouais, putain. Mais wesh. Mais en vrai, les gars... Non, j'allais dire une dinguerie. J'allais dire commencer à investir dans les industries d'armement. Mais j'avoue que c'est une phrase de fou. Mais je me connais. Je sais qu'il y a des boursiers là. Il y a des mecs qui sont dans la bourse sur mon chat. Ils commencent à repérer le marché de l'armement. Bande de petits malins. Vous êtes des petits malins. Hein. Vous repérez le marché de l'armement dans de sagouins. Comme pour le Covid. Hein. Quand il y avait le Covid et tout, vous avez investi dans Pfizer, Moderna, etc. Bande de petits malins. C'est pas déjà trop tard? Bah pas vraiment, vu que là, maintenant, tout de suite, il y a les 3% qui ont été actés. Ce qui veut dire que dans les prochaines années, le budget militaire augmente, ça veut dire qu'ils vont devoir produire des armes, ils vont devoir acheter à l'extérieur dans des marchés américains, dans des marchés français, dans des marchés mondiaux de manière générale. Et puis c'est peut-être le moment d'investir, on sait pas les gars, on sait pas. D'ailleurs les gars, bon, j'ai vu que la Chine a développé un drone de la taille d'un moustique. Pendant que nous, les Muslim Brothers, le voile, tout ça, bon, il y a peut-être plus important. La Chine, c'est la 6G, les drones miniatures, les lasers, la technologie de pointe sur les voitures électriques et les panneaux solaires. Nous, c'est le voile. Voilà, c'est le voile. Il y a plus important, les gars, le voile. Moratoire sur les éoliennes. Bon. Voilà. Parce que si vous voulez, je pense deux choses. Un, il a bien fait. Voilà. Personne, puis je dis bien personne, ni Israël, mais aussi les États-Unis, mais aussi les pays européens, mais aussi les pays arabes, comme l'Arabie Saoudite ou l'Égypte, mais aussi la Russie, qui ne dit mot, et la Chine ne veulent d'un Iran avec la bombe atomique. Vous aurez remarqué, comme a dit le chancelier allemand, en parlant des Israéliens, mais on pourrait dire ça aussi de Trump, ils ont fait le sale boulot pour tout le monde. Vous remarquez que Poutine ne soutient pas l'Iran, alors que c'est censé être son allié. Vous remarquerez que les pays arabes ont fait le service minimum, parce qu'ils sont très contents. Et vous avez vu, Éric Zemmour, vous citiez effectivement le chancelier allemand, il y avait aussi la réaction, là, pour le coup, de la diplomatie française, du président de la République, qui était nettement moins allant quant au fait de soutenir ces frappes, en expliquant qu'il y avait de l'inquiétude, que se poser la question de leur utilité
il n'y a pas d'unanimité non plus sur la question de ces frappes, de ces frappes américaines. Moi, je vais vous dire, je pense que la France, en tout cas d'Emmanuel Macron, a du mal avec une approche réaliste de la situation internationale. Je pense qu'Emmanuel Macron et le Quai d'Orsay sont en particulier à propos du Moyen-Orient, sont toujours dans la poursuite de chimères. Défendre les deux États. Défendre le droit international, c'est une chimère ? Si vous entamez cette discussion, c'est très intéressant aussi, parce qu'on peut dire que le droit international dans cette région, qu'est-ce que c'est ? Au départ, en 1947, l'ONU désigne 2 États, un État juif et un État palestinien, et il divise en 2 la région. Qui accepte ce plan de partage ? Les Israéliens, les futurs Israéliens. Qui refuse ? Les pays arabes qui déclarent la guerre à Israël. Si Israël avait perdu cette guerre-là, c'en était fini d'Israël, ils étaient tous à la mer. Donc vous voyez, le droit international est caduc depuis le début dans cette région. Et depuis, c'est une guerre éternelle. Donc venir régulièrement dire « Ah, mais on ne respecte pas le droit international », je trouve ça toujours ridicule. Le droit international, il a été rendu obsolète depuis le départ. Et depuis, c'est la guerre éternelle. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Mais du coup, on fait quoi, le poteau ? Qu'est-ce qu'on fait ? On doit accepter tout ce que Israël fait aux Palestiniens ? Genre, je comprends pas ce qu'il veut dire. Où est-ce qu'il veut nous emmener, là ? Ce qui va vous paraître un peu pessimiste. Il nous emmène mais où ? Autant j'approuve cette intervention pour ce qu'elle est. Il faut le remettre, le droit, exactement. Autant je pense que c'est le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire qu'il faudra recommencer et que les Iraniens vont essayer de... Donc vous apportez malgré tout une forme de bémol à l'idée qu'au fond cette opération aurait réglé à peu près tous les problèmes et permis très durablement... Mais n'empêche, c'est une dinguerie ce qu'il vient de dire, les gars. Vous avez raison, le chat. Hein. Genre le fait de dire que le droit international n'existe plus depuis 47, ça peut justifier tout ce que fait Israël en ce moment même, genre l'annexion du territoire. Ça respecte pas le droit international, mais c'est pas grave, parce que il n'a pas été respecté depuis 47. Ce qu'ils font dans la bande de Gaza, pareil. Genre, le blocus, pareil. Le blocus maritime. Mec, mais il est fou, quoi. Il est complètement fou. En gros, c'est bien fait pour les Palestiniens, ils avaient qu'à accepter de donner leur cul à Israël et l'Occident. En gros, c'est ça, hein. Exactement, Elena. En gros, c'est ça. Salut, Wayne. Ah, Zemmour. Toujours à réécrire l'histoire moderne, hein. Et l'ancien temps. C'est toujours pareil avec lui. C'est la loi du plus fort déguisé, en quelque sorte. À l'Iran d'empêcher d'éviter d'avoir la bombe nucléaire. Je pense que dans cette région, Israël est dans une situation de guerre éternelle, parce que je considère que les pays arabo-musulmans, je dis musulmans parce qu'évidemment l'Iran n'est pas arabe, mais perse, comme tout le monde le sait, n'accepteront jamais un État juif dans la région qui a été autrefois une terre musulmane. Pour eux, dans une espèce de théologie musulmane, les Juifs ne peuvent pas avoir un État, ne peuvent pas avoir une armée, et surtout, ils ne peuvent pas battre les armées musulmanes, puisque Mahomet les a battus il y a 1300 ans. C'est ça la théologie musulmane, il faut comprendre et prendre au sérieux des gens qui prennent la religion au sérieux. Mahomet, et donc, c'est pour ça que je pense, et d'ailleurs je le dis à mes amis israéliens, qui sont embarqués dans une guerre éternelle. Et donc, je pense que cette opération était la bienvenue parce qu'elle retarde l'échéance, vous voyez, elle donne 10 ans, 15 ans de sécurité. Vous savez, je pense que les Israéliens ont compris quelque chose le 7 octobre. Ils n'auront jamais la paix. Donc, ils veulent essayer d'avoir au moins la sécurité. Et Éric Zemmour, on parlera dans un instant de la situation en Israël et de ce qui se passe à Gaza, mais juste pour revenir, et vous voyez d'ailleurs, vous avez dit, voilà, Trump a fait ce qu'il fallait faire. C'est la ligne qui était inscrite en bas de l'écran puisque vous venez de la prononcer. Et moi, je suis toujours assez saisi, vous parliez de ce qui s'est passé au sommet de la Haye, où on a vu notamment les SMS publiés par Donald Trump, qui publie les messages que lui envoie le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Il faut dire une forme d'humiliation pour les dirigeants européens. Et vous êtes... Attends, quoi ? Comment ça, les SMS de Rutte ? Attends, avant le sommet de l'OTAN, Donald Trump s'auto-congratule en diffusant les SMS. Mais c'est une dinguerie, il a diffusé les SMS. Il a mis quoi dans les SMS ? Attends, what ? Mais je trouve pas l'article. Attends. Trump partage un SMS plus qu'élogieux que lui a envoyé le chef de l'OTAN. Ouvrez les parenthèses, l'Europe va payer un énorme prix et ce sera votre victoire. Mais wesh. Mais comment
ça, ce sera votre victoire. Non, mais y a pas à sucer comme ça. Mais putain, mais pourquoi je suis pas japonais? Merde! Pourquoi je suis pas japonais, les mecs? Mais comment on donne son cul comme ça aux Américains? C'est pas possible! Et le mec qui publie le SMS, et ça dérange personne, genre. Ça dérange personne. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Non mais wesh, il a tout avalé, frère. Il a pas laissé une goutte de sperme. C'est quoi ça? Regarde le message en entier. Attends. Ah putain, j'ai fermé la page. Merde. Attends. SMS Trump routeux. Partage le S. Attends, révèle le message. Attends. Félicitations et merci pour votre action décisive en Iran. C'est vraiment extraordinaire et quelque chose que personne d'autre n'avait osé faire. Ok. Merde, j'ai un son dans les oreilles. Putain, attends. Autre chose? Vous vous envolez vers un nouveau grand succès. Oh mon dieu. Oh là là. Vous allez réaliser quelque chose qu'aucun... Non, vous allez réaliser, oui, qu'aucun président américain n'était parvenu à faire durant des décennies. L'Europe va payer un prix énorme pour financer sa défense comme elle le devait, et ce sera votre victoire. Putain, Starfall, Starfall. Ouais. En soi, il a raison. Aïe. Et vous, ça vous dérange pas d'avoir des discours comme ça? Mec, à la limite, tu peux pas dire qu'en soi, il a raison. Tu peux pas dire ça. En fait, s'il avait dit ça sans le discours du dernier trimestre où ça disait « Ouais, il est temps d'avoir une Europe indépendante. Ouais, il est temps de ne plus considérer les Américains comme des alliés crédibles, etc. » Il y avait tout un discours, les mecs, où il y avait de l'entre-soi entre membres européens. Il y avait tout un discours comme ça, et ça a même discuté avec les Canadiens. Mais sortir ce discours-là, et 3 mois plus tard dire « Vous êtes le boss. Donne ta bite que je la suce. » Ah, ça y est. Non. Et en plus, Trump, il a montré le message. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Si c'était privé, le problème, c'est qu'il y a toute une dimension où on se fait pisser dessus. Je suis désolé. Il a montré le SMS. Genre, allô? Il a appelé Daddy. Ouais, j'ai vu, on a vu sur Quotidien hier. Il l'a même appelé Daddy, wesh. Il l'a appelé Daddy. Non, mais pitié. Toujours, notamment dans la classe politique française, un zélateur de Donald Trump. Est-ce qu'on peut être, comme vous le dites, nationaliste? Il a montré ses nudes. Vous vous revendiquez même du gaullisme et dire Donald Trump, il est formidable alors qu'il passe sa journée à humilier les Européens. D'abord, je ne suis pas un zélateur de Donald Trump. Vous êtes un soutien de Donald Trump dans la classe politique. Arrête, t'es parti aux États-Unis 4 fois. Zemmour, viens même pas me dire que t'es pas un allié de Donald Trump, s'il te plaît. Il est en train de retourner sa veste, mon gars. Regarde le lien d'Ofla. Mais frérot, j'ai cliqué sur le lien, je t'ai dit qu'on a déjà vu la vidéo hier sur le Daddy. Que ce qu'il incarne me correspond et je l'incarne. Vous voyez, à l'intérieur, sur l'immigration et contre le wokisme, je suis d'accord avec lui. Et à l'extérieur, sur la remise en cause de la mondialisation et sur les interventions qu'il fait. Vous êtes le Donald Trump français? Vas-y, toi. De Donald Trump français. Ne tombez pas dans le folklore. J'ai des positions, vous les connaissez depuis longtemps. Il s'avère que le mouvement qu'incarne Donald Trump correspond en grande partie, pas surtout évidemment, à mes positions. Ou vice-versa, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Personne ne copie personne. Tout le monde arrive à une situation et prend des positions à partir de cette situation. Mais est-ce qu'on peut, Éric Zemmour, soutenir un président qui, dans les décisions qu'il prend, va systématiquement à l'encontre des intérêts européens? Non, il va pas. Il défend les intérêts américains. Moi, je suis un patriote français et je défends les intérêts français. Donc, vous pouvez quand même distinguer entre l'analyse globale d'un mouvement idéologique et politique qui est le mien et qui est le sien, qui est le même, et en même temps, voir que lui défend les intérêts des Américains et que moi, je défends les intérêts des Français qui ne sont pas forcément conciliables. Mais ce qui m'amuse, c'est que lorsque c'était Obama ou Biden, les mêmes Européens qui jouent maintenant aux patriotes trouvaient tout ce que faisaient les Américains alors qu'ils nous marchaient dessus de la même façon.
Écoutez, Pas les mêmes propos. Attendez. Je crois pas avoir vu un président Barack Obama ou Joe Biden publier un SMS que lui a envoyé le secrétaire général de l'OTAN. Trump qui a, au dernier moment, retourné les Australiens pour qu'ils n'achètent pas. C'est vrai, c'est Joe Biden. On est d'accord. Attends, quoi? Trump, il a fait une musique. La Maison Blanche a fait une musique sur le truc du secrétaire de l'OTAN. Daddy's home, hey, 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 daddy. Le président Trump a assisté au sommet. Oh mon Dieu, comment on se fait humilier. Oh là là. Non, franchement. En plus, moi, ce qui me fume, hein, j'espère que ça va jamais arriver, hein, mais le jour où il y aura une guerre, ça va être d'abord nous, les Européens. On va être vraiment utilisés comme un chair à canon, comme des chairs à canon. Et c'est Trump qui va nous libérer avec les grands soldats américains qui vont venir au dernier moment, nous libérer du joug de je ne sais pas quel pays, les Russes peut-être, j'en sais rien. Non, vraiment, on s'est fait tellement... Moi, je sais pas, les gars. Je sais pas, on s'est fait chier dessus et tout va bien. Genre, vraiment, tout va bien. Ah là là. Tous les jours, je me demande pourquoi Lafayette a aidé à créer les États-Unis. Putain de merde, la pire erreur de l'humanité. God damn! Ah ouais, le message de fou. Damn! Lafayette! Qu'est-ce que t'as fait, Lafayette? Bon. Est-ce que c'est Trump qui a fait payer des amendes énormes à la BNP au nom de l'extraterritorialité du droit américain qui est absolument scandaleuse et que tout le monde accepte? Non! Vous voyez donc Éric Zemmour, la toute-puissance américaine, elle est compatible avec votre nationalisme. Mais la toute-puissante américaine, mon cher, elle est depuis 1945, voire depuis 1918. Je ne suis pas le premier à avoir remarqué que les États-Unis sont la puissance hégémonique du XXe siècle. Ça fait quand même plus longtemps. Donc, évidemment qu'il faut faire avec. Le général de Gaulle lui-même faisait avec. Et pourtant, il avait des positions qui parfois s'opposaient aux États-Unis. Que le général de Gaulle aurait soutenu, mais pas à chaque fois. Pensez que le général de Gaulle, il aurait soutenu les frappes américaines mais je ne suis pas sur sûr les sites nucléaires iraniens. Je ne suis pas sûr du tout que le général de Gaulle aurait été contre. Le général de Gaulle n'était pas un pacifiste. Le général de Gaulle ne passait pas son temps à dire qu'il fallait des cessez-le-feu. Et il aurait soutenu un président qui tweetait sur son réseau social « Make Iran Great Again ». Évidemment qu'entre le style de Donald Trump et le style chateaubrianesque... Oui, on est loin des mémoires de là-dessus, on est d'accord. C'est malheureusement l'époque. Je voudrais, Éric Zemmour, avant qu'on passe sur la politique nationale, dire encore un mot, notamment de ce qui se passe à Gaza, puisqu'on voit bien que désormais, d'ailleurs, l'armée israélienne l'assume, elle va de nouveau se concentrer sur ce qui se passe. Est-ce qu'il faut un cessez-le-feu désormais pour mettre fin au risque de famine, aux bombardements qui se poursuivent? Est-ce que, là, comme responsable politique français, vous soutenez les efforts de la diplomatie? Laissez-le dans sa tombe. En vrai, les gars, dans un multiverse, j'aurais bien aimé voir De Gaulle dans ce schéma, dans ce schéma géopolitique. Qu'est-ce qu'il aurait décidé? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Ça aurait été quoi ses mots? Est-ce qu'il aurait été d'accord avec tout ça? Je sais pas. Diplomatie pour ma curiosité pour qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Je trouve la diplomatie française dans cette histoire ridicule de bout en bout. Je vous le dis, de ridicule. Demander un cessez-le-feu, c'est ridicule. C'est ridicule. Elle est complètement à côté de la plaque. Souhaiter que les civils ne meurent pas, c'est ridicule. Écoutez-moi. Oula. Je pense que dans l'histoire, il y a des moments où c'est la guerre qui règle les questions. Et ce n'est pas demander un cessez-le-feu retarde les solutions. C'est comme ça, vous me regardez avec des grands yeux. Si Churchill n'avait pas fait la guerre à l'Allemagne, on n'aurait pas réglé la question de l'Allemagne hitlérienne. C'est la guerre qui a réglé la question. Là, je peux vous dire... Donc vous comprenez les buts de guerre israéliens, vous comprenez alors que le Hamas est quasiment intégralement détruit, que là on fait face à des populations civiles qui n'ont pas à manger. Vous comprenez les buts de guerre israéliens? Je vous ai dit que je considère que, 1, les Israéliens sont dans une guerre sans fin, et que 2, ils l'ont compris le 7 octobre, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et désormais, ils ne cherchent plus la paix. Ils veulent simplement s'assurer la sécurité. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la paix qui va arriver. La paix n'arrivera pas. Cette histoire de 2 États palestiniens et israéliens, ça n'arrivera pas à l'échelle humaine. Alors c'est quoi la solution? Personne n'en veut. C'est quoi la solution alors? Mais vous savez, tous les problèmes n'ont pas de solution. Vous dites comme Rima Hassan qu'il faut un État binational? Un seul État et pas les 2 États? Ça veut dire la mort des Juifs. C'est simple. Rima Hassan, elle assume.
Elle veut tuer les Juifs et détruire Israël et les mettre à la mort. Waouh. Un État binational, ça veut dire que c'est la mort des Juifs. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Elle le dit pas comme ça ce soir. Elle dit pas je veux tuer. Elle dit je veux un État binational laïque qui permettrait de mettre fin. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire les mots que vous venez de dire, Éric Zemmour, pas tuer les Juifs, faut être un peu sérieux là. Dans les mots qui sont utilisés. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez une démographie évidemment beaucoup plus nombreuse du côté arabo-musulman que du côté juif? Ça veut dire la mort du peuple juif et la mort du peuple juif en Israël, en tout cas. C'est tout, c'est simple. Donc, elle assume de toute façon. Elle est une militante palestinienne. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle est une députée française. Mais ça, c'est les mystères de la nationalité française. Vous avez parfaitement le droit d'être opposé à elle. Elle a été élue sur un scrutin de liste, députée européenne. Je suis d'accord, c'est ce que je vous dis. Mais la France n'a pas l'air de l'intéresser beaucoup. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est en tout cas, elle n'en parle jamais. Votre regard. Éric Zemmour, je voudrais qu'on parle de la situation nationale et l'actualité la plus... Bon, le truc des retraites, on peut s'en passer, les gars. Ça va, il est 22h en plus. Non, Zemmour, c'est vraiment un malade, putain. Est-ce que Meilleur Habib, il s'intéressait à la France? Est-ce que son successeur, là, la meuf, là, Caroline Yadan, est-ce qu'elle s'intéressait beaucoup à la France? Vous regardez les derniers tweets de Caroline Yadan, les mecs, il n'y a que des tweets sur Israël quasiment. Et c'est n'importe quoi. Il est à son prime, il m'a Zaref. Aïe, 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 aïe.